Sonia quitta le supermarché à 18h13, un mardi d'automne gris, comme tous les jours. Elle salua le vigile à l'entrée, ce geste machinal de quelqu'un qui répète la même routine depuis des années, traversa la rue en direction de l'arrêt de bus et envoya son message habituel. « Je pars, j'arrive ». Sa fille aînée vit le message à 18h27 et attendit la confirmation d'arrivée qui arrivait généralement 20-30 minutes plus tard. Une demi-heure passa. 1 heure. Elle essaya d'appeler. Le téléphone sonna plusieurs fois, mais personne ne répondit. Elle réessaya à 20h, à 21h. Toujours la même chose. Le téléphone sonnait dans le vide, appelant quelqu'un qui ne répondait pas. À l'aube, le silence de Sonia était devenu une absence impossible à ignorer, et une angoisse qui étreignait tous ceux qui l'attendaient à l'autre bout du fil. Elle avait 52 ans et travaillait comme caissière dans un supermarché de quartier depuis plus de 15 ans. C'était l'un de ces grands supermarchés de chaîne toujours bondés, où elle passait ses journées à enregistrer les achats, à scanner les produits avec le lecteur de code-barre, bercée par le bip répétitif qui était devenu la bande-son de sa vie. Elle connaissait les clients par leur nom, savait qui achetait quoi, qui payait par carte, qui préférait le liquide. Elle était une présence constante dans ce lieu, faisant partie intégrante du paysage du quartier. Divorcée depuis 8 ans, son mariage avait duré plus de 20 ans, mais s'était peu à peu dégradé, ne laissant derrière lui que l'amertume et le silence. Elle vivait seule dans un petit appartement de 2 pièces au 3e étage d'un immeuble sans ascenseur. L'une des chambres était la sienne, l'autre était vide depuis le départ de ses filles. Elle gardait un contact régulier avec ses 2 filles, toutes 2 mariées et vivant dans d'autres villes en raison du travail de leur mari. Elle s'envoyait des SMS presque tous les jours et s'appelait Todo, moins 2 fois par semaine. Chaque jour, en quittant le travail, Sonia envoyait un message à leur groupe de discussion pour les prévenir de son départ. Une vingtaine de minutes plus tard, à son arrivée, elle confirmait qu'elle était bien rentrée. C'était une habitude prise depuis des années, depuis que sa fille aînée insistait pour que sa mère la prévienne systématiquement, car elle s'inquiétait de la savoir rentrer seule le soir. Sonia trouvait cela exagéré, mais elle obéissait, car elle savait qu'il était important pour ses filles d'avoir cette confirmation quotidienne qu'elle allait bien, qu'elle était en sécurité, qu'elle était toujours en vie et qu'elle poursuivait sa routine, certes solitaire, mais stable. Si ce type d'histoire muette vous captive, abonnez-vous à la chaîne. Mais ces dernières semaines, de subtils changements sont apparus dans son comportement, de petites modifications que ses filles ont remarquées sans savoir les interpréter. Sonia semblait plus distante, moins présente émotionnellement, même lorsqu'elle répondait par écrit. Avant, elle envoyait de longs messages racontant sa journée, les clients amusants passés à la caisse, ses collègues, une promotion qu'elle avait vue. Maintenant, elle répondait par quelques mots, des phrases courtes et sans émotion, comme si elle se contentait de répondre machinalement pour ne pas les inquiéter. Un « tout va bien », laconique, un « normal », sans contexte, un « on se reparle », qui ne débouchait jamais sur une vraie conversation. Il lui fallait des heures, parfois même une journée entière pour rappeler ses filles. Avant, elle rappelait toujours rapidement, parfois même pendant sa pause. Maintenant, elle laissait les appels s'accumuler et ne rappelait que lorsque ses filles insistaient, après plusieurs messages d'affilée pour savoir si tout allait bien. Et quand elle finissait par rappeler, la conversation était brève et superficielle. Elle disait être fatiguée, que la journée avait été longue, qu'elle préférait parler plus tard. Mais ce « plus tard » n'arrivait jamais. Quand on lui demandait directement comment elle allait, si tout allait bien, si elle avait besoin de quelque chose, Sonia se contentait de répondre « ça va », cette phrase vague qui ne dit rien, qui ne révèle pas ce qui se passait au fond d'elle. Ses filles remarquaient entre elles que leur mère se comportait étrangement, comme si elle était plus distante. L'aînée disait qu'elle appellerait pour parler sérieusement, pour savoir ce qui se passait. Mais la vie continuait, les jours passaient, remplis d'obligations et de corvées, et cette conversation importante était sans cesse reportée à un moment qui n'arrivait jamais. Son comportement au travail avait également changé, d'une manière que ses collègues avaient remarqué sans toutefois s'en préoccuper. Sonia avait toujours été communicative, bavardant avec les autres caissières pendant les pauses, participant aux commérages innocents sur les supérieurs et les clients difficiles, riant aux blagues racontées dans la salle de pause. Dernièrement, elle était devenue plus silencieuse, s'asseyant seule dans un coin pendant sa pause, tripotant son téléphone portable sans vraiment prêter attention à quoi que ce soit, fixant l'écran comme si elle était ailleurs. Lorsqu'on essayait d'engager la conversation, elle répondait poliment, mais sans enthousiasme.
sans l'énergie qu'elle avait auparavant. Une collègue qui travaillait avec elle depuis des années remarqua que Sonia avait maigri, que son visage était plus fin, ses yeux plus profonds et ses vêtements plus amples. Elle lui demanda si elle mangeait correctement, si elle était en bonne santé. Sonia esquissa un sourire et répondit que oui, que c'était simplement la fatigue qui lui coupait l'appétit, que ce n'était rien de grave. La collègue n'insista pas, pensant qu'il s'agissait d'un problème personnel, quelque chose d'intime que Sonia ne souhaitait pas partager. Sonia commença aussi à faire de petites erreurs à la caisse, chose rare pour quelqu'un qui y travaillait depuis si longtemps. Elle oubliait de scanner des articles, facturait des montants incorrects et devait appeler son responsable pour rectifier le tir. Rien de grave, rien qui puisse attirer l'attention, mais suffisamment pour qu'elle se rende compte qu'elle n'arrivait plus à se concentrer, que son esprit était constamment ailleurs. Elle a commencé à faire des choses qui n'auraient de sens que plus tard, lorsque toutes les pièces du puzzle se seraient assemblées pour former un tableau que personne ne voulait voir. Sonia a payé toutes les factures de l'appartement à l'avance, des mois à l'avance, laissant tout en ordre. Elle a nettoyé l'appartement méticuleusement, jeté les vieilles choses et rangé des tiroirs qui étaient en désordre depuis des années. Elle a trié les vêtements à donner, les a mis dans des sacs étiquetés et les a laissés dans l'espace de service. Elle a laissé les documents importants dans un dossier sur la table du salon, tous soigneusement rangés. Acte de naissance, carte d'identité, CPF, numéro d'identification fiscale brésilien, justificatif de domicile, permis de travail. Elle a noté ses mots de passe bancaire, ses numéros de compte, les instructions concernant l'appartement loué et la procédure de résiliation du contrat sur une feuille séparée. La dernière semaine avant sa disparition, elle a appelé chacune de ses filles à des jours différents. Des conversations qui semblaient normales en apparence, mais qui avaient une autre signification, une intensité cachée qui ne serait perçue que plus tard. Elle leur demandait comment elles allaient, si elles étaient heureuses en ménage, si elles étaient épanouies dans leur vie. Il leur dit qu'il était fier d'elles, qu'il avait fait de son mieux en tant que père et qu'il espérait qu'elles le savaient. Les filles, émues, le remercièrent pour ses paroles bienveillantes et dirent qu'elle avait été une mère merveilleuse. Mais elles ne comprenaient pas le ton d'adieu qui se cachait derrière cette conversation affectueuse. Elles ne réalisaient pas qu'elle leur disait au revoir, car aucune d'elles n'imaginait que leur mère, cette présence rassurante et constante, puisse simplement disparaître. Mardi, Sonia se réveilla à son heure habituelle, prépara un café sans y toucher, se contentant d'observer la tasse refroidir sur la table. Elle prit une longue douche, enfila son uniforme de supermarché, ce pantalon noir et cette chemise bleue qu'elle portait tous les jours. Elle arrangea ses cheveux devant le miroir, appliqua soigneusement son rouge à lèvres, comme si elle se préparait pour quelque chose d'important. Elle jeta un coup d'œil à l'appartement quelques minutes avant de partir, ses yeux parcourant chaque pièce, chaque meuble, chaque objet, comme pour tout mémoriser. Elle attrapa son sac à main, son portable, ses clés. Elle ferma la porte à clé, testa la poignée 2 fois pour être sûre. Elle descendit, lentement les escaliers en se tenant à la rampe. Elle quitta l'immeuble et parcourut les 5 pâtés de maison qui la séparèrent du supermarché, comme tous les jours. Elle arriva à l'heure, pointa, se dirigea vers sa caisse habituelle, la numéro 7. Elle travailla toute la journée machinalement, scannant les produits, encaissant les clients, rendant la monnaie. Plusieurs personnes qui la connaissaient passèrent, la saluèrent, firent des commentaires sur le temps, sur les promotions. Elle répondit poliment mais sans vraiment être présente, comme en pilotage automatique. À 18h13, son service s'acheva. Elle ferma la caisse, remit l'argent au superviseur pour vérification et rassembla ses affaires. Comme à son habitude, elle salua de la main l'agent de sécurité à la porte, un homme qui travaillait là depuis des années et la connaissait bien. Il lui rendit son salut avec un sourire. Il fut la dernière personne à la voir au travail. Sonia traversa la rue en direction de l'arrêt de bus, où elle prenait le même bus tous les jours, celui qui passait près de chez elle. Elle attendit, son sac en bandoulière, le regard vide, comme quelqu'un de trop fatigué pour ressentir quoi que ce soit. Elle sortit son portable et tapa son message habituel dans la conversation de groupe de ses filles. « Je pars, j'arrive ». Elle appuya sur « Envoyer » et remit son téléphone dans son sac. Le bus arriva quelques minutes plus tard. Elle monta, valida son titre de transport, se dirigea vers le pont comme d'habitude et s'assit côté fenêtre. Le bus se mit en route, suivant son itinéraire habituel. Mais à un moment donné, quelque chose changea.
Les caméras de sécurité du bus montrèrent plus tard que Sonia était descendue à un arrêt qui n'était pas le sien, 3 arrêts plus tôt que d'habitude. Elle descendit seule, marcha quelques mètres sur le trottoir, puis tourna dans une rue adjacente. Les caméras d'un magasin la filmèrent en train de passer, marchant lentement, sans se presser, comme si elle flânait sans but précis. Et après cela, plus rien. Elle a disparu dans les rues, parmi les voitures, parmi les gens, comme si elle s'était fondue dans l'air gris de cet après-midi d'automne. L'aînée a vu le message de sa mère à 18h27, comme d'habitude. Elle a répondu par un emoji cœur, attendant la confirmation d'arrivée qui arrivait toujours une vingtaine de minutes plus tard. À 19h, elle a commencé à trouver cela étrange. À 19h30, elle a envoyé un SMS pour savoir si sa mère était arrivée. Aucune réponse. À 19h50, elle a appelé. Le téléphone a sonné plusieurs fois, mais personne n'a répondu. Pas de messagerie vocale, la communication a simplement été coupée. Elle a réessayé. Même chose. Elle a commencé à s'inquiéter, une mauvaise humeur l'envahissant. Elle a appelé sa sœur et lui a dit que sa mère n'avait pas confirmé son arrivée et que le téléphone sonnait sans qu'elle ne réponde. Sa sœur a essayé de la rassurer, suggérant que le téléphone était peut-être déchargé ou que sa mère avait peut-être oublié de la prévenir parce qu'elle était fatiguée. Mais elle n'y croyait pas, car sa mère ne manquait jamais, absolument jamais de la prévenir. À 20h, elle a essayé de rappeler plusieurs fois de suite. Rien. À 21h, déjà désespérée, elle a appelé le supermarché. Le responsable de service a répondu. Elle lui a expliqué la situation. Il a confirmé que Sonia était partie à l'heure habituelle, qu'il ne s'était rien passé d'inhabituel, qu'elle était partie comme d'habitude. Il a dit qu'il demanderait au vigile s'il avait vu quelque chose. Elle est revenue quelques minutes plus tard et a dit que le vigile l'avait vue traverser la rue en direction de l'arrêt de bus, mais rien de plus. Si vous avez déjà constaté un silence similaire, laissez un commentaire ou abonnez-vous. À 22h, les deux filles étaient en contact permanent, partageant leur désespoir grandissant. À 23h, elles décidèrent d'aller à l'appartement de leur mère, malgré la distance et l'heure tardive. L'aînée, qui habitait plus près, prit la voiture et roula sur les routes désertes, le cœur battant la chamade. Elle arriva à l'immeuble vers 1h du matin. L'appartement était plongé dans l'obscurité. Elle frappa avec force à la porte. Rien. Elle sonna à plusieurs reprises. Silence absolu. Elle demanda au concierge d'ouvrir avec le double des clés. Il hésita, mais, voyant son état, il accepta. Ils ouvrirent la porte. L'appartement était trop rangé, trop propre, trop organisé. Le lit était parfaitement fait. L'évier de la cuisine était vide. Tout était à sa place. Mais Sonia n'était pas là. La fille chercha partout, ouvrant les placards, fouillant la salle de bain, la chambre vide, la buanderie. Rien. Elle trouva le dossier contenant les documents sur la table, la feuille avec les mots de passe écrits dessus, les sacs de dons prêts. Elle trouva un vieux carnet dans le tiroir de la cuisine. Elle l'ouvrit en tremblant. Il contenait quelques pages écrites, des notes éparses, des pensées décousues. Sur la dernière page, une phrase qui la glaça d'effroi. « Je ne sais plus comment faire semblant que tout va bien. » C'était la seule explication qui restait à sa mère. Si tant est qu'on puisse appeler cela une explication. La police a été immédiatement appelée. L'enquête a débuté aux aurores. Les images des caméras de surveillance du bus ont permis de voir Sonia descendre à un arrêt qui n'était pas le sien. Les caméras du secteur ont été analysées. La trace de Sonia a été perdue après qu'elle a tourné dans cette rue adjacente. Son téléphone portable a été localisé. Le dernier signal a été capté dans ce même secteur vers 19h, puis l'appareil a été éteint, ou sa batterie s'est déchargée. Il n'a plus jamais émis de signal. Le téléphone portable n'a jamais été retrouvé. Son sac à main avait également disparu. Aucun de ses effets personnels. C'est comme si elle avait simplement décidé de disparaître et savait exactement comment s'y prendre, sans laisser de traces. La famille a placardé des affiches dans toute la ville, dans les rues près du supermarché, près de l'appartement, près de l'arrêt de bus. Ils ont publié des messages sur les réseaux sociaux, offert une récompense, donné des interviews. La photo de Sonia dans son uniforme de supermarché a circulé sur Internet. Des milliers de partages, des dizaines d'appels de personnes affirmant avoir vu une personne ressemblante à différents endroits. Toutes les pistes n'ont mené à rien. Ses collègues ont été interrogés. Tous ont constaté que Sonia était plus silencieuse ces derniers temps, plus renfermée, mais personne n'aurait imaginé une telle chose. Le directeur du supermarché a accordé une interview au journal local.
affirmant que Sonia était une employée exemplaire et dévouée, et que son absence se faisait cruellement sentir. Ses filles ont repassé en revue toutes leurs dernières conversations avec leur mère, tous les messages, tous les échanges, cherchant désespérément des signes qu'elles n'avaient pas vus auparavant. Et les signes étaient là, disséminés au fil des semaines précédentes, les réponses laconiques, les « laisse-toi porter par le courant » qu'elles n'avaient pas prises au sérieux, les appels auxquels elles tardaient à répondre. Tout était là, criant silencieusement qu'elle n'allait pas bien, qu'elle se repliait sur elle-même, qu'elle se préparait à partir. Mais elles ne l'avaient pas remarqué, trop absorbées par leur propre vie, car il était plus facile de croire que tout allait bien que de tout interrompre et d'aller voir ce qui se passait réellement. Les mois passèrent, sans nouvelles concrètes. L'appartement de Sonia fut vidé par ses filles, chaque objet rangé ou donné portant le poids de son absence. Le supermarché embaucha une autre caissière pour la remplacer. La vie reprit son cours pour tous, sauf pour les filles, prisonnières de ce vide inexplicable, de cette douleur insoutenable, car elles ignorent si leur mère est encore en vie ou si elles ne la reverront jamais. L'aînée consulte encore son téléphone portable chaque soir, attendant le message qui n'arriva jamais, cette simple confirmation que sa mère était bien rentrée. Mais la maison est désormais vide, et Sonia est quelque part où nul ne sait où, ou peut-être nulle part. Juste un silence de plus parmi tant d'autres que personne n'a su entendre à temps. Le groupe de 3 n'est plus composé que de 2 personnes. Le dernier message reste figé dans le temps. Je pars, je suis en route. Mais elle n'est jamais arrivée.